je m'appelle Marie Daucher, je suis photographe, réalisatrice, mais surtout ici, je parle en tant que militante, activiste plus exactement. Alors, j'ai eu la chance de naître en Auvergne, dans la chaîne des volcans, et d'avoir été, je vais essayer de donner des éléments biographiques qui sont pertinents dans cette histoire-là. J'ai été jusqu'en terminale dans des écoles où il n'y avait que des filles. Donc j'avais tout l'espace, on avait tout l'espace pour nous, qu'on occupait bruyamment, énergiquement, etc. Et puis à l'extérieur, j'étais qu'avec des garçons. J'ai une sœur qui est beaucoup plus jeune, et qu'avec des garçons, des cousins, à la campagne, etc., des amis. Et ce qui fait que je pense avoir perçu très très rapidement qu'il y aurait quand même un petit souci pour moi, pour être vraiment dans cette société que je trouvais profondément injuste. Et donc après, bon, j'ai grandi, et puis voilà, je suis arrivée à Paris. J'ai passé plus de temps maintenant à Paris qu'à Clermont. Alors maintenant, mes assignations, je sais que j'ai toujours pas bien compris cette phrase, alors je vais passer aux autres. Le parcours, bon, il est assez simple, hein. Moi, je voulais pas faire d'études, mais bon, mes parents voulaient que j'en fasse. Et puis j'ai travaillé à Paris avec différents statuts. J'ai été salariée d'abord dans l'édition. Après, j'ai créé une entreprise, 2 entreprises, 3 entreprises, et puis après, tout a explosé. Et je suis devenue photographe, ce qui était quand même ma grande ambition première. Et puis, on va passer et puis après on verra, puisque c'est la suite, hein. Mais pour les oppressions et les privilèges, alors les oppressions, j'ai celles de mon genre, voilà, qui sont, je suis une femme, ce que je ne pense pas être une oppression. Je sais bien que dans la chaîne des dominations, on n'est pas en première ligne, mais je n'échangerai pas ma place contre un homme, parce que justement, parce qu'il y a eu, je pense que c'est pas un avantage de naître dans la peau du dominant, parce que ça demande un gros travail d'ouverture, de curiosité, parce qu'on est moins sollicité quand on est dominant. C'est ça. Alors, je sais que je suis dominante aussi pour d'autres, hein, mais j'essaye d'y faire très attention. Donc voilà, je suis très contente d'être une femme dans cette société. Ça me donne une capacité d'agir que je n'aurais pas autrement. Je suis aussi lesbienne, donc ça me donne encore un point de vue encore plus décalé, qui me donne une grande liberté en fait pour agir. Alors ça n'a pas toujours été super facile, hein. Il y a les oppressions qui sont liées forcément à être femme et être lesbienne, mais je ne changerai pas de place. Voilà, ça c'est... Je réponds à tout. Donc mes privilèges sont d'être une femme, d'être lesbienne. Si, et alors j'ai un privilège aussi dont il faut parler, parce que en tant qu'activiste, l'activisme, on voit, c'est comme un travail, hein, ça prend beaucoup de temps. J'ai depuis quelques années un revenu, pas la peine de rentrer dans les détails, mais qui fait que ça me paye une partie de mon loyer. Donc je ne suis pas sans arrêt à courir derrière derrière du travail qui me paierait cette partie-là, ce qui me laisse... c'est une partie que j'ai eu du mal à assumer quand c'est arrivé, pour des questions d'une morale, qui était à ce moment-là. Mais en tout cas, maintenant, je m'en suis servi d'outil, en fait, pour avoir cette liberté d'agir. J'adore... En fait, j'adore les gens. Donc, dès que je suis sur un territoire, j'essaye de faire un maximum de liens. Donc, je pense que ça vient de ma vie en province, déjà. Et puis, mes parents sont comme ça aussi. Et alors, j'ai toujours vécu à l'est de Paris, dans l'est parisien. Maintenant, depuis 12 ans, je vis vers le métro Buzenval. Et ça a toujours été des territoires très mélangés, avec des gens d'origine très mélangée, ce à quoi je tiens beaucoup, parce que c'était comme ça déjà à Clermont quand j'étais étudiante. Donc voilà, c'est un environnement dans lequel je me sens bien. Je connais
tous les gens de mon immeuble, les gens dans la rue, etc. Je trouve que c'est très, très... Enfin, pour moi, ça relève d'une responsabilité importante parce que ça permet beaucoup de choses. Ça permet de pouvoir agir quand il y a des difficultés, ça permet d'avoir des alliances, on parlait de sororité tout à l'heure, mais aussi des fraternités, d'être dans des moments qui peuvent être difficiles, qu'ils soient par exemple dans le cadre d'un immeuble, mais aussi dans le cadre quand il y a eu des attentats, ou quand je me souviens de la guerre du Golfe, j'habitais dans le haut de la rue Jean-Pierre Timbaud, où il y avait trois grosses communautés qui vivaient ensemble. Il y avait entre voisins, entre gens du même quartier, on prenait ça ensemble comme quelque chose à vivre ensemble. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup touchée. Il y a eu les attentats quand je vivais déjà dans ce quartier de Buzenval, et il y a eu beaucoup d'échanges, de solidarité. Et donc, en plus, je travaille chez moi. Donc c'est très très important de connaître les gens, en fait. Et puis alors j'ai de la chance, j'habite à un rez-de-chaussée. Donc je suis près de la gardienne, on s'entend bien. Et puis du coup, il y a 10 000 petites occasions de créer du lien, parce que je vais prendre un chronopost ou un truc comme ça. Et on vit plutôt bien comme ça. Voilà, ça c'est ma façon de vivre sur les territoires et de m'y engager. Ben oui, ça suffit. C'était ça la question, non? Quartier, ville, pays, ouf, oui. Bon, je fais ce que je peux déjà dans mon quartier, voilà. Quand on dit combat, c'est un vrai combat. Et même, c'est aussi un vrai travail. En fait, bon, ça fait longtemps que... Ça fait longtemps que j'ai un regard un peu singulier, critique en tout cas, sur la société dans laquelle on vit. Ça a commencé très tôt, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Et ma marraine m'appelait Sainte-Marie des causes perdues, ce qui n'était pas très encourageant, mais ça voulait dire que déjà ça avait commencé il y a longtemps. Et puis, mais j'ai jamais vraiment milité. J'ai été impliquée dans des choses quand j'avais 15 ans, 16 ans. Mais j'ai jamais été militante. Et puis, il y a eu l'ouverture des débats sur le mariage pour tous. Et j'avais parlé avec un copain américain, je lui ai dit de toute façon ça va être vite fait cette histoire. Et en fait ça n'a pas été vite fait, ça a été quelque chose d'extrêmement violent, j'étais concernée par ces questions. Et rien qu'en reparlant, ça me remonte encore des larmes. J'ai pleuré pendant tout le temps des débats. J'étais effondrée par ce qui se passait, parce que je n'avais pas vu venir ces coups-là. Et je me suis surtout demandé ce que j'avais fait jusque-là, parce que j'allais avoir 50 ans. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait dans cette société pour pas te rendre compte de l'état de la société sur ces questions-là? Et ça a été brutal. Alors, après, comment ça s'est manifesté? J'ai rapidement compris que je ne pouvais plus garder cette position que j'avais dans la société, même si j'étais très active à des questions de territoire, comme on en parlait tout à l'heure, mais j'étais effondrée, un réel effondrement. Et il se trouve que tout au début janvier 2014, j'ai dîné avec 4 photographes femmes. On était 4 photographes femmes. Et à ce moment-là, j'ai dit, parce que je suis photographe, hein, c'est pour ça, et j'ai dit, il n'y a pas assez de femmes à la Maison européenne de la photographie. Et elles m'ont dit, t'exagères. Alors ça a l'air de rien. Mais ça a changé ma vie. Parce que je leur ai dit, non, j'exagère pas. Et elles me disent, tu exagères. Et donc je suis rentrée, le site de la MEP est très à jour, et donc j'ai mis une semaine à tout dépioter, la ligne, les partenariats, voir les répétitions, les noms, tout chercher. Et je me suis retrouvée j'avais raison bien sûr, mais face à des mécanismes qui commençaient à se dessiner. Et je me suis dit, je me suis pas tout de suite dit je vais faire quelque chose. Mais sans m'en rendre compte, je suis rentrée dans une pratique féministe qui est de compter pour que les femmes comptent. Et alors là, j'ai compté comme une folle. Hein. J'ai compté, mais alors tout le secteur de la photographie plasticienne. Et puis une fois que j'ai eu ces chiffres,
je voyais bien quand j'en parlais, on me disait ouais, t'exagères, quand même. Et donc j'ai ouvert un blog qui s'appelle Atlante et Cariatide, hein, parce que ce sont ces grosses statues d'hommes et de femmes qui tiennent le toit du temple, parce qu'il y a des femmes qui participent aussi à ce système. Et j'ai ouvert ce blog avec un nom d'homme, pour que ça soit lu, parce que je ne suis pas bête, hein, je vois bien qu'ils n'auraient pas lu sinon. Et ça a marché, puisque ça a été très lu, et j'ai commencé à diffuser les chiffres, les études que j'avais lues, ou les gens que j'allais écouter, et puis porter un regard critique sur les programmes, sur l'actualité photographique. Et ce qui a été intéressant, c'est que, en fait, à ce moment-là, donc là on est début janvier 2014, enfin janvier, février, mars 2014, à ce moment-là, je suis en train de travailler sur une série photo pour le mois de la photo qui est en novembre 2014, qui est organisé par la MEP, sur un projet sur l'intime, et je dis je ne peux pas utiliser ce projet sur l'intime qui était fait, après ce que j'ai vécu pendant le débat, c'est-à-dire que l'enjeu intime était devenu politique. Ça, j'en avais fait cette expérience de façon très, très intense. Et donc, j'ai voulu créer carrément une série pour cette échéance, et je n'y arrivais pas. Et donc, j'ai commencé à écrire des textes. Quand on commence à écrire des textes pour les photos, c'est que les photos tiennent pas bien. En tout cas, les textes, ils ont bien tenu. Et donc, on arrive vers avril, tout s'est joué en même temps. Dans la première semaine d'avril, j'ai vérifié les dates. Et donc j'écrivais pendant ce temps-là des textes sur des choses que j'avais pu vivre pendant le temps de la manif, mais aussi avant, gamine, etc. Et en fait, ça donnait un aperçu sur comment j'avais pu grandir en cherchant un peu ce que je pouvais faire, etc. Et puis après, avec des contraintes du fait de mon orientation sexuelle. Et en fait, ces discours, ces textes intimes étaient devenus eux aussi politiques à ce moment-là. Et puis, il y avait un dernier chapitre, c'est que j'avais reçu une vidéo d'une de mes amies qui travaillait à France Télévisions et qui m'a dit « Regarde, elle avait filmé avec son téléphone une intervention du groupe d'activistes La Barbe ». Et tout ça a avancé, là, pendant le premier trimestre. Et la première semaine d'avril, j'ai ouvert le blog. Je suis rentrée à La Barbe et j'ai rencontré Auristel Bonis des Éditions X qui a édité mon livre. Et à partir de là, tout a changé. C'est-à-dire que j'ai vu, j'ai lu, j'ai compris que ce que je commençais à dire avait de l'impact. Que des femmes commençaient à se rendre compte que les difficultés qu'elles pouvaient avoir dans leur métier n'étaient pas seulement de leur fait, parce que c'est souvent de notre faute, hein, mais qu'il y avait quelque chose de structurel. Et puis j'ai commencé à interpeller des gens. J'ai interpellé Jean-Luc Monterosso de la MEP, ça a été d'ailleurs mon premier article. Il a répondu de travers, mais il a répondu. Et c'est lui que je vais retrouver au mois de novembre, parce qu'il y a eu une censure dans cette exposition que j'ai faite, et qui me dit « J'ai été interpellée sur ce sujet, des femmes dans la photographie, j'ai mal répondu, c'est un vrai sujet, est-ce que vous pouvez faire un débat là-dessus ?» Et là, j'ai fait un film, donc c'était début 2015, et j'ai fait un film sur les femmes photographes, un film nécessaire parce que je ne pouvais pas mettre toutes les femmes dans le débat, avec 2h30. Et ce film a été énormément diffusé. Et là, je voyais au fur et à mesure des années que les femmes commençaient vraiment à s'emparer de ces sujets. Et que ça faisait bouger, ça faisait porter des questions. Souvent, j'ai été invitée à discuter après. Il y a des festivals qui ont montré ce film, ou des groupes militants, voilà, qui ont montré ce film et qui me demandaient de venir discuter après. Et je voyais que toujours des questions revenaient, les questions du talent, les questions de savoir ce que deviennent les femmes qui sont majoritaires dans les écoles d'art, pourquoi elles disparaissent. Hein, on dirait qu'il y a un trou, hop, c'est pareil, il y a une passerelle pour les hommes et pas pour les femmes. Elles disparaissent très rapidement. Et là, devant toutes ces questions, je me suis dit, mais en fait, j'ai un savoir, je sais où sont les études qui parlent de ça, je sais qui parle de ça. Il y a un public, c'est-à-dire les gens
Il fallait les photographes déjà, aussi les commissaires d'expo, les gens qui vont regarder l'image, parce que c'est important l'image. Ça donne des représentations, ça donne des informations, et beaucoup plus rapidement qu'un livre ou qu'un film. Et donc, il est important de savoir qui fait en fait les images, dans quel contexte, etc. Et voilà, donc je me suis dit, il faut aller plus loin que ce blog. Et donc j'ai créé un projet qui s'appelle visuel.art, au féminin pluriel, et où en fait je suis retournée faire en fait un peu ce parcours d'aller. Alors j'ai été voir Camille Morino, qui avait fait l'exposition Elle à Centre Pompidou et qui a créé un centre d'études. Je suis allée voir Julie Crène, qui est commissaire d'exposition et qui travaille sur ces questions. Je suis allée voir des sociologues, des historiennes de l'art, qui, en 12-15 minutes, offrent un savoir ou une réflexion, en tout cas, qui permet, et c'est gratuit en ligne, à toute personne de s'informer. Avec des gens qui peuvent, tout le monde peut regarder, mais aussi avec des gens, il y a des gens qui sont plus sensibles à ce que font la sociologie, à l'histoire de l'art, à des activistes, etc. Donc il y a comme ça une douzaine de vidéos, et c'est un projet qui est le complémentaire en fait du blog que j'avais fait avant, mais qui là a commencé aussi à toucher aussi plus d'hommes qui ont commencé à s'y intéresser un peu plus. Donc ça c'était une première étape. Et il se trouve que lorsque je travaillais sur ce projet visuel que j'ai tourné et monté l'année dernière, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps, il y a un jeune homme qui était venu travailler avec moi en tant que stagiaire. Il faisait un Master 2 en inégalité et discrimination. Et donc on a beaucoup travaillé ensemble en amont, on a préparé les interviews et puis essayé d'organiser les choses. Et on arrivait vers juillet, et il y a le Festival d'Arles, qui est quand même le festival photo, le grand festival photo international. Et il me dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Les résultats étaient toujours les mêmes. On était toujours sur un rapport de 80% d'hommes et 20% de femmes. Et donc, il a eu l'idée géniale de faire une carte postale qu'on a fait distribuer là-bas, où ils ont dit, ben voilà, il y a encore 80% d'hommes. Et nous, à visuel.art, on vous donne les moyens de comprendre pourquoi. Rejoignez-nous sur visuel.art, etc. Et ça a fait l'effet d'une bombe. Parce que ça a été très relayé par des galeristes étrangères, ça c'est important, anglo-saxonnes, qui participent à des parties du festival qui financent. Donc ça, le directeur d'Arles, il n'a pas trop aimé. Et donc, alors que je l'avais déjà interpellé plusieurs fois, tous les ans, de toute façon c'est répétitif, c'est tous les ans les mêmes chiffres. Et là, il m'appelle, pas très content, mais bon, je m'en fiche, et en me disant que je ne savais pas compter. Il me le dit encore d'ailleurs, je l'ai vu récemment. Donc que je ne sais pas compter et que je nuis au festival. Donc je lui dis que je savais compter, c'est pas bien compliqué, homme-femme, c'est assez simple quand même. Et j'ai compris, on est resté une demi-heure au téléphone, je lui dis mais vous avez le pouvoir de changer les choses, il n'y a que vous qui pouvez le décider. Vous le décidez l'année prochaine, on est paritaire. La parité, je m'en fous, c'est pas mon objectif, mais c'est un passage, c'est lui donner un objectif. On est paritaire, il y a beaucoup de femmes, faites-les. Et j'ai compris qu'ils ne comprenaient pas. Et donc quand je suis rentrée fin juillet, je me suis dit, à Paris, on ne peut pas le laisser continuer comme ça. On ne peut pas laisser continuer ces choses comme ça. Et donc j'étais dans un groupe un peu informel avec d'autres photographes sur Facebook. Et je dis, je vais faire une lettre publique et on va la publier dans la presse. Et là, il y en a qui m'ont dit, tu ne peux pas continuer seule. C'est vrai, j'étais fatiguée. Et puis il fallait aller chercher des signatures. Il fallait interpeller largement. Et là, on a eu des relais fabuleux avec des photographes, des femmes qui ont vraiment agi. Et puis aussi beaucoup en Angleterre. Et la lettre est sortie dans Libération. Et là, ça a été assez puissant.
D'ailleurs, le résultat... Alors, il n'a pas répondu, mais le résultat est là, c'est qu'en juillet prochain, près de 47% des expositions individuelles seront des expositions faites par des artistes femmes. Donc il y a un gros progrès. Ça ne veut pas dire que c'est un allié. Il va falloir maintenir. Mais entre eux, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont joué. Il y a eu MeToo, qui vient quand même du milieu des arts, hein, donc où beaucoup de femmes ont pris conscience de ce qui se passait, des hommes aussi, heureusement. Il y a eu, alors je peux le dire, dans la photographie plasticienne, il y a eu tout le travail que j'ai fait, qui a montré, que j'ai fait, et d'interroger surtout. C'est ce travail-là, de faire passer en fait les analyses de ces différentes personnes que j'ai interviewées. Et puis, donc ça a joué un rôle, et j'en suis particulièrement contente. Et puis, il y a eu cette lettre qui a été très, très importante, la création de ce collectif qui s'appelle La Part des Femmes. Donc qui a agi. On a pu aussi, après, au moment de Paris Photo, il y avait une sélection de femmes, et nous, on a écrit un manifeste, et on a été le dire sur la scène. Alors, il y avait très peu d'hommes, hein, on est encore... c'est encore difficile de les bouger. Hein. Alors, on voit bien pourquoi, parce qu'on est dans un milieu très précaire. Et au fond, tout le monde se tient par la barbichette. Hein. C'est-à-dire que y a des menaces, d'ailleurs on peut y revenir, on va y arriver, Est-ce que je réponds à tout là? Je suis bavarde, c'est affreux. Mais c'est-à-dire que c'est comme un roman cette histoire, moi je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Et à qui je m'adresse? À tout le monde du coup. D'abord c'était aux photographes, aux commissaires, aux institutions, beaucoup aux institutions. Ah oui, voilà, il y a aussi autre chose qui a beaucoup joué, et qui va avoir de l'ampleur, je le pense, c'est la feuille de route du ministère de la Culture, d'égalité femmes-hommes. Ça, d'ailleurs, la vidéo, j'ai enregistré Agnès Salle, c'est en ligne dans visuel.art, et ça va être quelque chose de... C'est déjà inspirant, c'est déjà soutenant, parce que ça a été fait avec des associations, avec des militantes. Toutes les voix ont été vraiment entendues, beaucoup dans la culture. Hein. C'était vraiment la culture qui a été moteur dans ces questions. Mais là, ça va être vraiment un soutien. De toute façon, Marie Buscato, qui est une sociologue du travail et de l'art, le dit, rien ne bouge dans l'art s'il n'y a pas des politiques publiques volontaristes. Et là, il se trouve qu'on en a, parce que c'est une démarche qui était engagée depuis déjà plus de 10 ans au ministère. Donc voilà, donc une conjonction de choses qui font que les choses peuvent bouger. Alors, les modes d'engagement, on l'a un peu vu, hein. Mais j'ai relu l'à propos du site du blog que j'avais créé donc en avril 2014. Et en fait, toute la méthode était déjà expliquée, ça m'a étonnée d'ailleurs. Il y avait, dans le texte, j'avais marqué compter. Donc ça, c'est quand même encore quelque chose que je fais de façon moins intense, mais régulièrement. Il faut compter. Enfin, je le fais maintenant, on est plusieurs à le faire, hein, avec La Part des Femmes. Donc il y a compter, s'informer et informer. Donc c'est quand même encore des choses qu'on continue à faire. Et puis, interpeller. C'est là où on rentre dans une deuxième phase. Parce que j'ai interpellé dès le début, en interpellant Jean-Luc Monterosso, qui est quand même le seul qui a vraiment réagi assez rapidement et de façon ouverte et assez concrète, en fait. Je pense que Sam Sturzé, je veux croire qu'il va continuer tout seul à exposer plus de femmes, mais je pense qu'il faut quand même continuer à un peu mettre la pression. C'est pas une démarche, c'est pas une révélation. C'est pas une démarche, c'est un peu forcé. Par contre, il s'est passé un événement, je voulais lever le pied quand même, parce que effectivement, comme tu l'as dit Julie, accessoirement un travail d'artiste, et puis que j'étais fatiguée. Il y a un coût personnel et physique à l'activisme.
Et puis aussi, il faut dire que j'étais aussi à la barbe aussi pendant pas mal d'années. Et je filmais des actions. Ça a été plus ou moins violent. J'étais à la dernière, là, au cirque d'hiver, qui a été quand même particulièrement violente. Donc il y a un coût physique, il y a un coût émotionnel. Et je voulais un peu lever le pied. Et puis en février, je reçois un coup de fil de Mediapart qui me dit on voudrait faire un débat. Sam Sturze a refusé. Mais Jean-François Leroy, directeur de Visa pour l'image, donc photoreportage, a accepté. Ce qui m'a laissé un petit peu pantoise parce que je n'ai jamais rien écrit sur photoreportage. C'est un domaine que j'ai mis de côté depuis pas mal de temps. Et je me suis dit, bon, il faut peut-être accepter quand même. Enfin bon, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, bon, il faut y aller. Mediapart, ça peut faire bouger des choses aussi. Et donc, du coup, dans les 10 jours qui me séparaient, j'ai beaucoup lu de choses sur le... J'ai des amis qui font de la recherche là-dessus, donc j'ai beaucoup lu de choses qui n'ont pas du tout servi à l'émission, mais en tout cas, moi, qui m'ont permis de mettre des mots sur pourquoi j'avais des réticences au photojournalisme. Comme quoi, il faut toujours savoir, c'est ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de faire passer des contenus pour réfléchir. Il faut vraiment... je pense que l'activisme passe par la connaissance. Et c'est cette connaissance-là qui est une grosse partie du travail que j'ai voulu faire. Et donc, je me retrouve chez Mediapart vers le 20 février avec Jean-François Leroy. Et alors là, ça a été... Bon, d'abord, c'était une émission télé, donc c'est un exercice pas facile à faire. Donc j'étais un peu stressée, mais c'est surtout qu'on a passé une demi-heure avant ensemble, le studio n'était pas tout à fait encore prêt. Et là, je me suis retrouvée face à des gens que je peux connaître dans la vraie vie, qui sont très... avec des valeurs très viriles, très machin comme ça, sauf que lui, il décide. Il a un pouvoir décisionnaire et que c'est violent. Enfin, il a quelque chose de violent, même dans sa façon d'être, physiquement. Bon, donc j'ai rapidement compris que mon objectif serait de ne pas m'énerver, ce qui m'a mobilisé beaucoup d'énergie. Et je pense que le débat était complètement disproportionné, parce qu'on parlait de deux sujets, la photographie plasticienne, la photographie de photojournaliste, et de toute façon, le mec, il arrive en disant c'est des conneries, et il repart en disant c'est des conneries. Donc, entre-temps, tout ce que je peux dire, ça va servir à d'autres, mais pas à lui, parce qu'il a dit dès le début, je ne changerai rien. Bon, donc au moins c'est clair. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi il se prend une après-midi entière pour dire ça. Moi, je me dis qu'il a dû se dire, là, Sturze, il est obligé de changer à Arles, elle va pas venir nous emmerder, la petite Daucher. Sauf qu'il a mal joué, parce qu'il a été mauvais. Bon, j'ai pas été excellente non plus, mais il a été très mauvais. Et ça s'est vu. Et donc, j'ai eu accès d'un coup à toute une partie de gens que je connaissais qui pouvaient être dans le photodocumentaire, mais aussi dans le photoreportage. Et qui là, ça leur a ouvert une porte en disant « Ah ouais, il y a quand même un gros problème de sexisme ». Et j'ai surtout eu accès aux copains de Jean-François Leroy, Jeff the King pour les intimes sur Facebook. Et donc là j'ai vu ces fossoyeurs de la photo. C'est-à-dire, c'est toute une génération de mecs dont j'ai souvent entendu parler, parce que j'ai des amis qui font du photodocumentaire, etc., hommes ou femmes, qui étaient ensemble dans les agences quand ça tournait bien, etc. C'était les rois du pétrole. Jeff the King, c'est ça, c'était les rois du pétrole. Alors ils ont un labo, un autre un festival, etc. Ils sont tous entre potes. Alors des fois, il y a une femme qui est là-dedans, qui est bien comme eux. Et puis, ils ont été futés. Au bout d'un moment, quand ils ont vu que la photo, ça marchait pas bien, ils ont récupéré de l'argent public et des partenariats pour faire des festivals où ils sont omnipotents. C'est-à-dire qu'ils décident de tout, de qui ils exposent. Enfin, c'est de façon... voilà, ce que ça m'a permis de comprendre, parce que je les suis sur Facebook. Je vois ce qu'ils disent. Et puis là, ils ont été fragilisés. Donc, ils ont commencé à dire des choses
que moi j'ai copiées, hein. Je m'informe. Et puis j'ai été les confronter aussi. Et en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que ce sont tous des gens qui n'ont aucune conscience de leur responsabilité sociétale. C'est-à-dire que quand on est à la tête d'un festival, qui en plus c'est du photoreportage, hein, les gars ils nous ramènent des images du bout du monde, il faudrait quand même savoir un petit peu ce qu'ils nous ramènent. Donc ça, c'est quand même un problème. Ils sont souvent dans l'affectif, c'est-à-dire qu'ils exposent ce qui leur crée des émotions. Je reviens encore sur le problème du photojournalisme. On est quand même dans de l'information, on n'est pas que dans l'émotion. Ça me paraît quand même assez problématique. Et puis, dans la toute-puissance. J'en veux pour preuve que l'année dernière, il y a eu un mouvement de photographes qui a l'air complètement hallucinant, qui demande simplement à être payés dans les festivals. Parce que ça fait quand même 30 ans, 40, 50 ans pour Arles, que les photographes ne sont pas payés pour le travail qu'ils fournissent. On leur donne les tirages qui sont inexploitables. Et donc, lorsque les photographes ont fait une action qui s'appelle Paye ta photo, avec des agences aussi, ils se sont fait sanctionner. C'est simple, il y a eu des coups de fil. Ah ouais, t'es photographe, je ne veux plus les voir à Visa, ou là, ceux-là, je ne veux plus les voir, etc. Il y a des menaces, il y a des rétorsions. Et en fait, ce qui les panique là, c'est que moi, maintenant, je le montre. Mais ils n'ont aucun pouvoir sur moi. Ils n'ont aucun pouvoir sur moi. Mes revenus ne dépendent pas d'eux. Et c'était aussi effectif quand je parlais de photographie plasticienne, parce que, comme je l'ai expliqué, dans mes privilèges, j'ai une partie de mes revenus qui est assurée et qui ne dépend pas d'eux. Et c'est ce qui me donne une grande liberté. Et depuis que il y a eu ce moment d'impact de la vidéo de Mediapart, je reçois des coups de fil ou des mots, des phrases, d'hommes et de femmes, mais surtout de femmes, qui témoignent de ce qu'elles vivent dans le photoreportage. Et ça, je ne peux pas me taire. Une fois que je connais ça, je ne peux pas me taire. Donc je vais continuer à leur pourrir la vie, c'est-à-dire à juste montrer ce qu'ils disent. C'est-à-dire que ces gens-là, et on les retrouve dans le plus gros syndicat, on est fragile. On est fragile, tous, que ce soit plasticiens, etc. On est extrêmement précaires, les femmes encore plus. Il faut qu'on se syndique. Il faut là qu'on se syndique. Le plus gros, même le ministère nous dit, mais syndiquez-vous, c'est le moment, il faut absolument agir. Il faut être, on parlait de sororité tout à l'heure, mais il faut être ensemble, parce que c'est des métiers très individualistes et individuels, et là il faut se rassembler. Et à la tête du plus gros syndicat, c'est l'UPP, à la tête dans toutes les commissions, c'est cette génération de mecs qui ne veulent pas bouger. Il y en a, ils sont à la retraite, ils ne veulent pas bouger, et ils ont une idéologie viriliste, et même des hommes qui sont plus jeunes, qui sont vraiment très très au fait de tout ce qui se passe, qui sont prêts à bouger. Même eux sont en position d'inquiétude, ils sont inquiétés par ces gens-là. Alors on pourrait se dire, ils vont disparaître, mais non, ils s'accrochent, et la durée de vie continue. Pourquoi ils s'accrochent à l'UPP? Il y a de l'argent, il y a des bâtiments, il y a une galerie où ils exposent leur petit enfant noir, là, parce que c'est ça, c'est ce regard colonialiste aussi qu'il y a sur les choses. Et c'est ça qui est insupportable, c'est ces espèces de valeurs et virilistes et colonialistes. Ils se rendent... Moi, je sais, quand j'ai un appareil photo dans les mains, alors je ne fais pas de photojournaliste, mais même, quand j'ai un appareil photo, je sais que cet appareil photo, ça a servi au colonialisme. Et il faudrait qu'ils se le rendent dans la tête. Mais non, c'est pareil, c'est comme les femmes, les noirs, c'est pareil. Ils sont voilà. Et donc, depuis mars, là, je les lâche plus. Je les lâche plus. Alors, tout à l'heure, on parlait de bienveillance, je n'ai plus de bienveillance avec eux. C'est-à-dire que je rentre en conversation avec eux, je suis toujours polie, je suis toujours patiente, etc. Mais je ne les lâche pas. Et une fois qu'ils ont lâché ce qu'ils pensent vraiment, c'est-à-dire ce sexisme extrêmement mais profond, copie d'écran, et hop, sur ma page Facebook. Et alors là, c'est relayé. Hein. Et c'est difficile de... Enfin, ça me fait pas rire de le faire. Moi, à chaque fois, ça me demande
parce que je sais qu'il y a des gens derrière. Là, c'est arrivé très récemment. J'ai mis carrément une conversation entre deux mecs. C'est des conversations qui sont impossibles à supporter, ne serait-ce qu'en tant que femme, enfin, en tant qu'artiste, enfin, en tant qu'être humain. Voilà. Et les gars, ils sont là, sur un espace public, à maltraiter les femmes. Et donc maintenant, je le mets comme ça. Mais avant de le mettre en ligne, bien entendu que je me pose 10 000 questions, parce que je sais qu'il y a des êtres humains derrière. Et la dernière fois que je l'ai fait, je me suis dit, t'as peut-être été un peu fort, surtout que j'avais oublié d'enlever son nom au dernier passage, donc j'ai encore un inconscient qui fonctionne. Et je me suis dit, oh, t'es peut-être sympa. Et quand le mec est venu intervenir, j'ai dit, non, t'as bien fait. Et ça montre des choses. C'est pas juste pour dénoncer, c'est que ça montre des choses. Comment des gens comme ça, comment des gens qui ont ces idéologies racistes, alors homophobes, ça on n'en parle même pas, comment Jean-François Leroy qui nous parle de talent, mais comment ces photographes qui vont à l'autre bout du monde avec leur regard où ils invisibilisent plus de la moitié, bien plus de la moitié de l'humanité, donc ils se sentent tellement supérieurs, qu'est-ce qui nous ramène comme image ? C'est quoi leur regard sur le monde ? Et quand on sait que leur regard sur le monde, c'est 80, 90, 100% des images qu'on nous donne à voir dans les infos, dans les festivals, etc., moi, je me sens carrément une responsabilité de le montrer. Je ne peux pas faire autrement. J'ai beau dire, je lève le pied, je peux pas. Je peux pas, parce qu'en plus, je reçois les coups de fil, là. J'ai passé 2 heures avec une photographe, là, qui a plus de 70 ans, qui me raconte sa vie, enfin... Et cette femme, elle fait tout pour aider aussi les jeunes, parce qu'on est dans un système qui est assez singulier, parce que ça, peut-être que ce que je raconte, on peut le raconter en Angleterre, etc. Mais il y a une chose qui est particulière quand même en France, et elle me le racontait, cette photographe, alors je dis pas son nom parce que j'en ai pas parlé, mais bon, je sais qu'elle aide des jeunes femmes, ou même des jeunes hommes, notamment qui viennent d'Asie, du Sud-Est, etc., à travailler leur dossier, à écrire les textes, à présenter un dossier, puis une fois que le dossier est prêt, elle a dit, va voir là, tiens, chez Polka, chez trucs, etc. Quand c'est des femmes, elles se font mais laminer. C'est-à-dire qu'on est dans une société où quand on montre notre dossier en tant qu'artiste et en tant que femme, on peut se faire mais démonter, alors que, et casser. Vraiment, quand on a 24 ans et qu'on reçoit des réflexions d'un sexisme crasse, ça peut fragiliser, ça fragilise. Et alors que dans un milieu anglo-saxon, il se trouve que par mon métier, j'ai eu à travailler, j'avais une galerie aux États-Unis pendant un moment, et c'est pas comme ça. On ne casse pas. Si les gens sont pas intéressés par le boulot, ils disent « Ah oui, mais moi, c'est pas vraiment mon truc, mais je connais quelqu'un », et hop, ils vont chercher la personne, et paf, paf, paf. On ne casse pas. Là, en France, d'ailleurs, on le voit à l'école, hein, moi, je suis peut-être née sous De Gaulle, hein, mais je sais pas si ça a changé, mais il y a quand même où on casse les gens. Il n'y a pas de bienveillance. On est quand même dans ce truc où le savoir, c'est pas un outil d'émancipation, c'est un outil de domination. Or, le savoir, c'est un outil d'émancipation, avant tout. Et on est avec cette bande de mecs qui sont des fossoyeurs de la photo. Ils ont perdu tous les combats de la photographie qui ont été importants, puisqu'on est passé quand même de l'argentique au numérique. Enfin, il y a eu tous ces débats sur le droit, etc. Ils ont défendu leurs intérêts et ils ont mis cette profession à plat. Voilà. Donc moi, je ne peux pas arrêter. Est-ce que ça répond ? Bon, je voudrais parler du clitoris maintenant. Parce que ça, j'en suis très contente. Il y a peut-être 3 ans, Et pourquoi ça m'émeut comme ça ? Voilà, c'est un bon souvenir. On va pas le faire. En fait, ça montre toujours que l'intime est politique. Voilà. Et ça montre le coût émotionnel qu'il y a derrière. Je suis désolée de pleurer. Mais c'est vrai qu'il y a un coût émotionnel. Ça joue sur nos vies.
pensais pas... Alors, ce clitoris, c'est une chercheuse en sciences biomédicales et elle me dit, voilà, je vais faire des vidéos justement pour montrer à quel point la façon dont on enseigne la sexualité, la reproduction, etc. est extrêmement biaisée, etc. Et elle me dit, c'est le moment de montrer un clitoris. Et est-ce que tu peux m'en sculpter un? Parce que je sculpte un peu avec la cire. Et là, la connaissant, on y serait encore. Hein, parce qu'on aurait tout... Et je lui dis non, on est au 21e siècle, il y a la 3D, et on va le faire en 3D. Et elle me dit, ah oui, ça va être long, je dis, on va y aller. Et le lendemain, j'ai appelé, on était à la Villette, au Fab Lab de la Villette. Et ils ont dit, bah d'accord, on fait ça avec vous. Et donc, après, elle a fourni toutes les données, un travail énorme pour faire ce clitoris en 3D. On l'a fait le premier, c'est pas le premier celui-là. Et puis on s'est dit que ça dépasserait jamais un petit cercle féministe. Et à un moment, j'ai quand même prévenu une féministe que je connais qui est dans un journal scientifique, de vulgarisation scientifique. Et en fait, c'est passé par les journaux de 3D qui ont commencé à en parler. Et le Guardian a interviewé Odile Fillot, qui donc a fait ça. Et ils n'ont pas compris, ils ont cru qu'à la rentrée prochaine, la rentrée d'après en classe, tous les enfants de France allaient avoir un clitoris en 3D, ce qui n'était pas le cas. Et ça a fait l'effet d'une bombe. Elle a dû faire, je sais pas, je crois une 60aine d'interviews, mais vraiment de fond pour des médias dans le monde entier. Et ça a contribué à ce que hommes et femmes comprennent ce qu'est un clitoris. Et d'ailleurs, les deux oiseaux là, que j'ai épinglés récemment comparaient l'ablation du prépuce et du clitoris. C'est pour ça que je les ai chopés un petit peu violemment. Donc voilà, ça c'est des choses dont je suis vraiment très contente. Tout le travail a bien entendu été fait. Et il y a un site qu'elle a créé qui s'appelle Clitinfo, qui est, voilà, pareil, de la connaissance, du savoir pour bouger, en fait. Donc je suis contente parce que je ne suis plus tout à fait Sainte Marie des causes perdues. J'espère.